Allons-nous vivre une nouvelle crise de la dette en Europe? Vendredi, pendant un court instant, la rémunération de l'obligation à 10 ans de l'État français était plus importante que l'État grec. On se retrouve dans une situation où un des pays les plus importants de l'Europe, la France, a une dette qui est considérée par le marché plus risquée que celle de la Grèce. Et on se rappelle bien de la crise de la dette entre 2009 et 2012 où la Grèce a eu d'énormes problèmes et aujourd'hui, on voit que la perception du risque de la dette française est au même niveau que celle grecque. D'autant plus que la France et la Grèce ne sont pas tout seuls dans cette situation. On a aussi le Portugal, l'Espagne, l'Italie, qui ont des niveaux de dette très élevés. Ce qu'il faudra étudier dans les prochains jours, c'est savoir si ce niveau de dette va impacter fortement l'économie européenne, en sachant qu'il y a énormément de concurrence actuellement avec la Chine, les États-Unis, donc savoir si l'Europe sera à même de pouvoir se défendre malgré les situations économiques compliquées qu'elle peut avoir. Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne Décrypte Finance et on se retrouve aujourd'hui pour discuter des news financières de la semaine qui vient de se terminer. Je voulais rebondir et commencer sur un article dont on a pas mal parlé sur les précédentes vidéos depuis l'élection de Trump. C'est un des projets phares, une des lois phares de Trump, c'est la mise en place de frais de douane plus ou moins importants selon les pays. Alors, il y avait l'objectif de mettre 10% de frais de douane pour tout le monde, potentiellement pour la Chine que ce soit plus élevé, et toute l'envie de Trump derrière cette mesure, c'est de se dire que les produits qui rentrent aux États-Unis deviendraient plus chers à cause de ces frais de douane, et donc que les produits qui sont faits localement seraient beaucoup plus compétitifs par rapport aux produits importés, et donc recréer un tissu industriel aux États-Unis. Le premier coup de pression, ou du moins un des premiers coups de pression, c'est dirigé pour les BRICS. Les BRICS, ce sont les pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, bref, les pays qui sont un tout petit peu en dessous du G7, et ils essaient de se coaliser pour être plus forts ensemble, plutôt logique. Et il y avait cette envie, entre autres aussi par la Russie, de créer une monnaie commune aux BRICS qui va concurrencer le dollar et donc être moins dépendant des États-Unis. Alors pour l'instant, le dollar est la monnaie reine, on a aussi le pétrodollar, mais il y avait cette envie-là. Et là, il y a Trump qui nous dit, qui arrive et qui nous dit, eh ben, si vous mettez en place ce que vous voulez faire, eh ben, je vais imposer des frais de douane de 100% sur tous les produits qui rentrent aux États-Unis. Très gros coup de pression, bien évidemment, étant donné que les États-Unis, c'est un très gros marché. Faudra voir comment les BRICS réagiront. Donc, bien évidemment, la Russie, bon, c'est pas forcément copain-copain, mais les autres, le Brésil, qui a aussi beaucoup de commerce avec les États-Unis, est-ce qu'ils vont prendre le risque d'avoir des frais de douane extrêmement élevés pour, à la place, avoir une monnaie commune entre pays qui, certes, se développent bien, mais qui ont une instabilité aussi politique, économique, etc., etc. En plus de ce coup de pression pour les BRICS, il n'a pas attendu non plus pour rajouter des frais de douane, du moins annoncer des frais de douane de 25% minimum sur tous les produits qui viennent du Mexique et du Canada. Comme il a pu l'expliquer sur son post, sur son réseau social Truth, alors entre autres l'histoire de créer le tissu industriel en Amérique, c'est aussi freiner pour, entre autres, le Mexique, l'arrivée de drogue dans le pays et l'afflux de migrants. C'est avec ces frais de douane très importants, faire pression sur les gouvernements canadiens et mexicains pour qu'ils acceptent tout ce que Trump veut avoir, donc, ou ne pas avoir, entre autres, avoir des contrôles à la frontière par les Mexicains sur les drogues qui arrivent, sur les migrants, etc. Donc c'est un peu l'objectif derrière tout ça pour Trump. Le problème, c'est qu'on a trois pays qui sont vachement interconnectés. On a depuis très longtemps, depuis les années 90, des traités de libre-échange entre les 3 pays et ce qui a fait que ça a développé énormément d'industries. On a d'un côté, si on regarde le Canada, Canada très gros producteur de pétrole, de gaz, de gold, de diamants, de métaux en règle générale et à peu près 25% du PIB du Canada, c'est la production énergétique, donc pétrole, gaz. Et la grosse majorité du pétrole qui est vendu par les Canadiens est acheté directement par les États-Unis. Deuxième point, on a le Mexique qui a développé à la frontière énormément d'industries entre les villes à la frontière qui sont du côté américain avec tous les bureaux d'études et les sièges sociaux et du côté mexicain toutes les usines parce que la main-d'œuvre est moins chère et donc ça permet d'avoir des voitures plus compétitives entre autres. Donc au final, bien évidemment que ces frais de douane vont faire pression sur les gouvernements canadiens et mexicains, mais il faut quand même se dire que cette mesure-là est très inflationniste. Pourquoi? Parce qu'ils vont taxer l'import de pétrole qui est extrêmement utilisé aux États-Unis. On a
pétrole brut qui vient du Canada et qui est traité aux États-Unis. Donc c'est plus cher à la pompe, c'est plus cher pour le trafic aérien, pour le côté canadien, mais on parle aussi de plein d'autres pays. Et sur le côté mexicain, bah, ça veut dire que les industries qui cèdent de la main-d'œuvre pas chère des Mexicains, bah, les produits finis seront plus chers. C'est des produits qui sont potentiellement vendus aux États-Unis ou dans le monde entier, et donc moins compétitifs overall. Alors bien évidemment, l'objectif de Trump, ce n'est pas de rester avec ses frais de douane pendant très longtemps. Il ne veut pas d'inflation, il veut baisser les taux. Et là, sa politique, c'est une politique inflationniste. Donc c'est plutôt pour faire pression sur le gouvernement pour avoir ce qu'il veut. Donc pour le Mexique, entre autres, avoir moins de migrants, ou du moins avoir plus de contrôle du côté des Mexicains, et aussi freiner l'avancée de la drogue, entre autres le fentanyl. En lien avec toutes ces mesures, l'objectif à la fin de Trump, c'est de ne pas avoir d'inflation, des taux baisses et un dollar relativement faible pour favoriser les exportations. Quand on regarde, bah, toutes ces mesures, ce sont des mesures inflationnistes, du moins sur le court terme. Et quand on regarde aussi la force du dollar, avec cet indice-là, le US Dollar Index, eh ben, on se rend compte qu'on est sur des niveaux qui sont élevés. Alors, c'est pas encore les niveaux qu'on avait pu avoir en 2022, mais on est plutôt sur une tendance haussière depuis que Trump a été élu, entre autres. Et donc, bah, il faudra qu'il joue entre ces mesures, ces coups de pression pour avoir ce qu'il veut sur le court terme, mais pour l'instant, toutes les mesures qu'il veut prendre, ça ne va pas trop dans le sens de ce qu'il avait annoncé. On a donc les BRICS, on a le Mexique, on a le Canada, on a la Chine, bref, on a beaucoup de pays qui vont souffrir day one des frais de douane de Donald Trump, mais on a aussi l'Europe. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'annonce, mais ça va forcément arriver. Et donc l'objectif pour l'Union européenne, qui n'est pas si unique que ça, eh ben, c'est de se préparer pour essayer de contrer, ou du moins d'avoir son mot à dire face à Trump, qui va faire tout ce qu'il veut et qui va essayer de très clairement, nous prendre tout ce qu'on a. Et donc, bah, c'est l'objectif de cet article-là que parle Bloomberg, essayer de s'allier, de s'unir, donc autour, par exemple, du sujet de la défense européenne, ne plus être dépendant des États-Unis, d'avoir une santé économique plutôt viable, donc avoir des politiques pour faire baisser la dette et être plus souverain, mais aussi sur tous les métaux rares, donc c'est-à-dire relocaliser la production, essayer de nouer d'autres accords, bref, essayer d'avoir une Europe unie qui sera crédible face à Donald Trump. Je voulais rebondir sur, bah, évidemment, la news où, pendant un petit laps de temps, le rendement de l'obligation française 10 ans était supérieur au rendement de l'obligation grecque à 10 ans. Le 10 ans dans les obligations, c'est l'obligation de référence pour comparer des États, et pendant un bref instant, c'était un petit peu supérieur. On a, bah, on l'avait montré dans les autres vidéos, un rendement de l'obligation française qui augmente. Qui dit rendement plus élevé dit plus de risques. Donc les investisseurs considèrent que à un moment donné, l'obligation française était plus risquée que l'obligation grecque, et bah, ça montre très clairement l'incertitude qu'a le marché sur la capacité à la France de se réformer, de mettre en place des politiques ambitieuses pour essayer de faire baisser le déficit, entre autres avec le gouvernement Barnier, et toutes les rumeurs de dissolution, encore une fois, du gouvernement, potentiellement de l'Assemblée, n'aident clairement pas. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, pas très longtemps, mais à un moment donné, on a eu ce petit swap entre les rendements. Dans tout ce schéma un peu morose, on a eu quand même relativement une bonne nouvelle. On avait Standard Poor's, qui est une des 3 agences de notation qui note la santé économique des États, et on a chez eux un rating double A- en perspective stable. Et il y avait un gros risque que Standard Poor's baisse notre rating double A- en A+, c'est-à-dire qu'on passe du club des double A au club des double A avec un A, et donc ça aurait eu des conséquences, encore une fois, négatives sur la dette, sur la vision que les investisseurs ont de la dette française. Pour l'instant, ils nous disent que avec l'Europe qui nous back, avec l'Allemagne qui a un niveau de dette soutenable, bref, on est quand même bien aidé, la France. Et bah, pour l'instant, ça va. La perspective reste stable, elle ne passe pas en négatif, donc aussi une bonne nouvelle. Mais ce n'est qu'une épée de Damoclès qui, dans le futur, si ça ne s'arrange pas, va nous tomber dessus. Quand on parle du plan, du budget de Barnier, on a bien évidemment des hausses de recettes et on l'espère des baisses de dépenses, même si c'est un peu moins le cas que la hausse des recettes. Bref, tout ça pour essayer de remettre l'économie française dans le droit chemin et d'avoir un déficit aussi qui est plus soutenable. Pour l'instant, on est sur un déficit qui est élevé. En 2023, moins 5,50. En 2024, ce serait 6,10. Et l'objectif, c'est qu'en 2029, on arrive à 3% ou un peu moins de 3%. C'est un objectif ambitieux. Ça veut dire que chaque année, on doit économiser beaucoup d'argent. Et donc, on a eu ce budget qui a été présenté à Bruxelles, qui a été accepté par Bruxelles. Le petit problème, c'est qu'on est quand même face à des hypothèses où le gouvernement Barnier arrive à mettre en place ces mesures, et aussi le gouvernement Barnier, dans ce
projet de réduction du déficit a mis en avant des croissances économiques, donc des croissances du PIB relativement optimistes. Donc on verra bien ce qui va se passer, mais pour l'instant, déjà, on attend de voir si le gouvernement Barnier va tenir et va mettre en place son budget. Le gros problème de tout ça, c'est qu'on a cette instabilité politique et économique en France, et donc que ça fait du mal aux actions françaises. On a le CAC 40 qui, à cause de l'incertitude politique, fait flancher le CAC et ça va en direction des 7100 points. Et quand on regarde sur l'année, la performance du CAC 40, on est sur une performance négative de moins 4%, ce qui n'est pas énorme. Mais quand on compare à ses homologues américains, et ben là, on est sur une performance de 26,47%. On est sur des niveaux totalement stratosphériques. On est au top de ce qu'on pouvait avoir. Et donc, on a vraiment cette divergence entre la performance des actions françaises et un peu plus largement des actions européennes et les actions américaines. Et donc, c'est vraiment le risque de se dire que avec Trump qui va mettre des frais de douane très importants, qui va essayer de booster à fond l'économie américaine, on a de l'autre côté l'Europe qui a des problèmes économiques assez poussés et une unité plus que relative. Et donc, on pourrait faire face à un certain déclassement dans les actions et les performances des actions. Et on se rend bien compte que si vous voulez diversifier votre portefeuille pour de l'investissement, c'est quand même très, 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 très avisé et intelligent d'investir sur des actions américaines. Je voulais rebondir un tout petit peu sur l'accord du Mercosur qui est en discussion et l'objectif de certains pays de l'Europe, comme l'Allemagne, c'est de le signer en décembre pour le mettre en place le plus rapidement possible. On rappelle que l'Allemagne a une économie basée quand même pas mal sur l'industrie. On a tout un secteur de l'automobile en Allemagne qui a beaucoup de mal. Et donc, avec cet accord du Mercosur, c'est essayer de pouvoir vendre un peu moins cher énormément de véhicules allemands, européens, plutôt allemands, aux pays du Mercosur. Et donc, essayer de faire lever la tête de l'eau cette industrie qui a beaucoup de difficultés. Je voulais juste en reparler un petit peu parce qu'on entend beaucoup de choses et je trouve qu'on n'a pas énormément de chiffres. Le principe du Mercosur, c'est entre l'Europe et certains pays de l'Amérique du Sud, c'est de réduire ou du moins de totalement supprimer certains frais de douane. Et donc, on a des frais de douane, bien évidemment, sur les produits agricoles, le lait, les céréales, la viande, mais aussi les produits industriels, donc les voitures, les vins, les spiritueux, le luxe, bref, énormément de choses. C'est des frais de douane qui sont totalement supprimés. Le gros risque qu'on entend beaucoup parler, c'est de se dire que on aura de la viande bon marché, qui sera importé depuis le Mercosur en Europe et donc ça va faire concurrence avec l'agriculture française et européenne en général et donc bien évidemment, si on a des personnes qui ont en plus de ça avec une économie qui baisse, un pouvoir d'achat qui baisse et vont se tourner vers des viandes de moins bonne qualité, moins chères et donc ça va faire du mal à l'agriculture française et européenne. Je voulais un peu plus rentrer dans les chiffres parce que ça devient intéressant et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Actuellement, déjà, du Mercosur, on importe 196 000 tonnes de viande bovine, avec bien évidemment des frais de douane qui y sont appliqués. On importe, donc, outre notre production chez nous, on importe 351 000 tonnes en 2023. Donc, quand même, l'importation de viande du Mercosur est une part importante par rapport à ce qu'on importe, mais pas l'entièreté, et on en importe déjà du Mercosur. Dans ce traité, on nous dit que sur les frais de douane réduits ou nuls, on aurait 160 000 tonnes maximum de bœuf et quand on s'amuse à comparer par rapport à la population européenne, c'est un steak par personne et par an. Ce qui est clairement pas énorme. L'autre sujet, c'est l'hygiène. Alors, bien évidemment que ces pays-là n'ont pas les mêmes normes que nous et on est très content de vivre en Union européenne. Et c'est aussi le même problème aux États-Unis. On est très content de vivre chez nous parce qu'on a beaucoup de contrôle et donc on mange de la viande de bonne qualité. Là-bas, ils sont sous OGM, ils ont de l'alimentation de moins bonne qualité. Bref, on est sur quelque chose d'un peu moins bien. Alors, on a deux choses. On a l'Europe qui, si elle détecte qu'il y a des manquements, va bloquer l'importation de viande bovine des pays du Mercosur. Il faut savoir qu'avant le Mercosur, sur les 196 000 tonnes de viande qui sont importées chez nous, il y a déjà des contrôles de l'Union européenne, ça ne va pas être nouveau avec le Mercosur, et qu'à certains moments, l'Union européenne avait fait des contrôles inopinés dans certains pays, entre autres le Brésil, et qu'au moment où ils avaient fait les contrôles, ils avaient vu que l'hygiène, du moins la totalité des gènes n'était pas au niveau des standards européens et donc ils avaient arrêté l'importation. Et donc on a actuellement un Brésil qui est très gros producteur de viande bovine qui exporte très peu vers l'Europe parce que
Bah, juste l'Europe bloque les importations à cause de ces règles d'hygiène qui ne sont pas respectées. Donc avant le Mercosur, il y a déjà ces règles qui sont mises en place et ça va continuer encore plus, j'imagine, avec le Mercosur. Alors bien évidemment, ce n'est clairement pas parfait. Il y a certains moments où ça va être compliqué de tout vérifier, mais on a quand même cette envie de le faire et l'Europe le fait déjà. On aurait donc le secteur bovin sur une certaine quantité maximum par an qui pourrait être réduite en fonction de certains contrôles. Et de l'autre côté, bah, on a beaucoup d'autres secteurs qui pourraient en profiter. Parce que ce qu'on peut apporter du Mercosur, bah, c'est surtout la viande bovine et quelques autres produits. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est aussi qu'est-ce que nous, on va pouvoir y gagner en leur envoyant d'autres produits. Et donc, bah, évidemment, l'industrie automobile européenne, allemande, française, on a quand même une grosse. On a tout le luxe, le lait, on a les vins, les spiritueux et on a aussi, bah, toute l'industrie de l'énergie, du transport qu'on pourrait aller vendre là-bas pour moins cher, donc ça reste quand même très intéressant. Au final, sur tout ce sujet-là, ce qui est important, et je pense que c'est ce que fait la France, c'est essayer de s'assurer des contrôles sur la qualité de la viande bovine qui viendra du Mercosur, pour être sûr qu'elle respecte les normes européennes. Mais comme on a pu le voir, ça ne va pas être une augmentation de l'importation, ça va juste être sur une partie de l'importation qu'on fait déjà, une baisse de douane. Et en plus de ça, de l'autre côté, eh ben, on va pouvoir envoyer beaucoup plus de produits chez eux. C'est un très gros marché avec beaucoup de population et donc beaucoup d'acheteurs potentiels pour essayer de faire redémarrer l'économie européenne qui est un peu en berne. Tous les articles qu'on a pu voir aujourd'hui seront à retrouver sur un lien Notion dans la description. C'est des questions, des commentaires, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, bah, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À toutes.